télévision aux informations crédibles. Complètement brouillé. Exact. Le système Tshisekedi est pourri. Complètement. Jusqu'à la moelle épinière. Vous prenez un Jacquemain Chabani, vous les jetez dans un système. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. C'est ce qui est fait avec la gratuité de l'enseignement. Tout ce que nous constatons, l'état des sièges à l'Est. Tout ce que nous constatons, ce sont des détournements. L'UDPS n'a pas été préparé à gérer. L'UDPS n'a pas été préparé à gérer. L'UDPS a déstructuré l'État. L'UDPS ne comprend pas. L'UDPS ne comprend pas le fonctionnement, comment fonctionne un État. L'UDPS ne comprend pas ça. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Mais nous détournons aussi chez nous. Est-ce que c'est normal? Maman Mounongo vous dit, allez construire chez vous. Vous répondez oui. Nous construisons chez nous, mais nous détournons aussi chez nous. Est-ce que ces gens ont des moralités? Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. L'État a été humilié. Non, il n'a pas été humilié. Non, il a été humilié. Non, pas du tout. Non, le chef qui se déplace pour aller inaugurer une grande université, malheureusement. Ne le savait-il pas? Non, je ne pense pas. Semble-t-il, il est l'homme le plus informé. Hein. Bon, il peut être aussi très mal informé. informé. Il a la nerf. Alors il peut être peut-être mal informé c'est que aussi. l'État ne fonctionne pas. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission, le tout premier numéro de l'année 2023. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore pour vous présenter cette émission. Meilleurs vœux, bonne année 2023 à toutes et à tous. Nous reviendrons encore une fois de plus pour commenter les grandes questions d'actualité qui restent dominées par les élections 2023. Nous sommes déjà au cours de l'année électorale. Plusieurs candidatures plusieurs candidats se sont déjà déclarés favorables à la présidentielle de 2023, parmi eux Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Augustin Matata Pogno. Ils sont nombreux. Le président de la République s'était déjà même prononcé bien avant les élections pour sa propre candidature. On va essayer d'aborder cette question au cours de cette émission. On va aussi faire le point sur la situation qui prévaut dans la partie est du pays. Le M23, nous avons appris qu'il s'était retiré, mais aux dernières nouvelles, les M23 sont encore là. On va tenter de décrypter toutes ces questions au cours de cette émission. On va aussi faire le point sur les voyages du président de la République à Mbujimayi, avec la révélation sur les détournements de 42 millions destinés au financement de la construction de l'université de Mbujimayi. Où est partie cette somme? On en parle au cours de cette émission avec sur ce plateau le journaliste promoteur de la chaîne de télévision PLTV, Patrick Local, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour chers confrères, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous suivent, bonne année. Merci, merci pareillement. Voilà. Comment allez-vous? Bon, pas toujours bien, hein, parce que la situation n'a pas changé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas comme ceux qui ont choisi d'aller chez eux, fêter, danser, les Mutuashi, pendant que ça brûle à l'Est. Si j'étais à leur place, je me serais rendu dans l'Est du pays, partager la souffrance de ces enfants qui sont devenus orphelins par les... Ils sont allés lancer des travaux de construction, Ils sont allés danser les Mutuashi. Certains travaux. Ils sont allés danser les Mutuashi au lieu d'aller consoler ces enfants qui se retrouvent aujourd'hui sans père, sans mère, sans famille, aller consoler les déplacés de guerre. Ils sont aujourd'hui à 2 millions de Congolais, de déplacés internes. Aller voir dans quelles conditions nos compatriotes de l'Est passent la vie. Bon, voilà, ils ont préféré aller dans la jouissance, comme toujours. Ça n'a pas changé. Bon. Mais pour moi, je suis quand même resté très compatissant vis-à-vis de nos compatriotes de l'Est, à qui on a tout promis, mais on n'a rien réalisé.
Pire encore, au lieu de réaliser les promesses, une grande partie de notre pays est contrôlée par les alliés de l'UDPS, les alliés fiables et nécessaires et essentiels. Ce sont eux aujourd'hui qui contrôlent cette partie. Donc l'UDPS a de comptes à rendre. Non, attendez un peu. Donc, tous ces rebelles qui sèment la terreur aujourd'hui dans la partie est du pays sont des alliés du parti présidentiel. Exactement. C'est quand même grave ce que vous dites. Mais Willy Ngoma vous a dit, non? Willy Ngoma vous a dit comment on les a amenés ici, à Kinshasa. Ce n'est pas Patrick Lukala qui invente les faits. Les journalistes n'inventent pas les faits. Ils restent dans les faits. Willy Ngoma vous a dit qu'ils étaient logés ici pendant 14 jours. Nourris, 14 mois. 14 mois. 14 mois. Nourris, aux frais de l'État. Vêtus, soignés aux frais de l'État. Sous la gouvernance du régime IDPS. L'IDPS nous a dit que Kagame est un allié fiable, nécessaire et essentiel. Incontournable pour la paix dans la partie Est. On a cédé de l'or à Kagame. Et c'est Kagame qui a amené le M23 au Congo. Et donc, la souffrance que nous avons aujourd'hui dans la partie Est est le fait des accords secrets que l'IDPS a signés avec le régime du sanguinaire Kagame. Et donc, l'IDPS est complice dans cette affaire. Je n'ai pas autre chose à dire. Je n'ai pas une autre façon d'exprimer cette réalité parce qu'elle est déjà comme ça. Je ne fais que relater ce qui existe. Et il n'y a aucune peur pour ça parce que les faits sont là. Très bien. Il y a peu, on avait appris que le M23 s'était retiré du territoire d'Ekibumba, je pense, mais ce matin, il y a d'autres nouvelles qui viennent de tomber, que le M23 s'est préparé même, ou il serait en train de se préparer pour s'emparer de l'entièreté du territoire des Rutshuru. Est-ce que c'était... Comment vous trouvez-vous à ces jours la situation au niveau de l'Est du pays? On a déployé les éléments ou les forces de l'EAC, mais rien ne semble changer, rien ne semble évoluer. Est-ce qu'il faut tenter aujourd'hui de rejoindre la position de Moïse Katumbi qui estime qu'il faut doter ou donner plus de moyens au FRDC plutôt que de faire confiance à cette histoire de l'EAC? L'IDPS a créé un monstre dont il est incapable de contrôler aujourd'hui. Qui est ce monstre? Le M23. Le M23 a été... Ce n'est pas une invention de l'UDPS. Le M23 a été défait, enterré, définitivement. L'IDPS est allé ressusciter le M23 dans sa tombe. Il l'a ramené à Kinshasa, l'a réarmé financièrement, moralement. Et par la suite, l'M23 se retourne contre non seulement l'IDPS, mais aussi contre le peuple congolais. Il revient donc à l'IDPS de trouver des voies et moyens pour maîtriser le monstre qu'ils ont créé. Comme les faits en notre possession démontrent que l'IDPS est incapable de maîtriser et de neutraliser le monstre qu'ils ont créé, il faut que le peuple congolais se prenne en charge. Au moment où je vous parle, je suis dans la plus grande problématique. Il ne faut pas se fier à ce que l'IDPS vous présente. Non, vous voyez, on a amené la force régionale. On a décrété l'état des sièges. Le chef de l'IDPS vous a dit non, vous savez... Le président de la République ou le chef de l'IDPS? Vous savez, la force régionale entrerait par l'Ouganda et l'M23 va voir ce qu'il va voir. Ça, c'est le chef de l'IDPS qui a dit ça. Le président de la République ou le chef de l'État? Sur les antennes d'une chaîne internationale. La force régionale n'étant pas entrée par l'Ouganda, et l'M23 aujourd'hui est accompagné, amadoué, caressé dans le sens de leur poil par la force régionale. Et comme si cela ne suffisait pas, l'opération maintenant c'est comment chercher à jeter du discrédit sur l'armée. Où avez-vous vu un groupe armé qualifié de terroristes, mais qui se retrouve avec nos forces armées en train de négocier? Ça, c'est un scandale. Pourtant, on a crié ici à longueur de mais journée qu'on ne peut pas négocier. Où avez-vous vu ça, cher ami? Où avez-vous vu? Dans quel état au monde un groupe certifié, groupe terroriste, par l'État,
Mais le même État envoie ses militaires négocier avec les terroristes au front, sous la médiation d'une certaine force composée aussi de ceux qui nous agressent. C'est une bonne blague à laquelle le Congolais, une bonne blague qui énerve d'ailleurs beaucoup de Congolais. Et donc, il faudrait que le Congolais se prenne en charge pour pouvoir mettre fin à cette aventure de l'UDPS. L'aventure de l'UDPS et de leur chef, nous en avons assez. Nous en avons assez parce qu'aujourd'hui, on a réduit notre État à sa plus petite expression. On tente d'affaiblir l'armée. Tout ce que vous voyez là, toutes ces stratégies, les forces régionales, le Rwanda, l'Ouganda, tout ça concourt à l'affaiblissement des forces armées de la République démocratique du Congo. Moi, je crois fermement que notre armée est à mesure de finir avec ces gens. Les prétextes étaient liés au fait que nous étions soumis à un régime de notification. La mesure a été levée. Étant levée, nous n'avons plus de prétextes. Il va falloir prendre l'argent que nous avons, parce qu'on dit qu'on a mobilisé beaucoup d'argent. Comment les 16 milliards de dollars. On a au moins aujourd'hui, on a au moins un budget de 16 milliards de dollars américains. Il va falloir prendre beaucoup de fonds, allouer au secteur de la défense. Et certainement, je ramasse ce que vous dites par rapport aux propositions de Moïse Katumbi, qui pense qu'il faut renforcer l'armée, former, équiper et mettre aussi des moyens. Et mettre des moyens dans l'armée. C'est de cette manière que nous pourrons en finir avec les M23. Mais tout ce qu'il y a là, forces régionales, vos histoires là de Luanda, Kampala, William Route, tout ça, ça concourt à l'affaiblissement du Congo. Vous savez, ces gens au-delà de la guerre militaire, il y a une guerre économique. Exact. Que gagnerait le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi si le Congo est stable sur le plan économique? Ils gagneraient quoi? Ils n'ont rien à gagner si le Congo est stable. Ils veulent à tout prix maintenir le grand géant assis, endormi, pour se servir de son peuple. On nous pille les richesses naturelles, on neutralise, on affaiblit l'armée, on s'attaque maintenant à la population parce que par rapport à l'économie politique, la population est la première ressource. Et aujourd'hui, la population congolaise est visée. Kenya est ici avec ses banques. Les trafics, il y a un commerce transfrontalier qui s'est fait dans la partie Est. Tout cela bénéficie aux économies des pays voisins. Donc, si le Congo est stable, ils n'auront plus rien à gagner par rapport à ce qu'ils gagnent aujourd'hui avec un Congo faible. Voilà pourquoi ils veulent maintenir tous ces dialogues, ces négociations, ces conciliabules tiennent pour un fait affaiblir le Congo, le maintenir dans un état de faiblesse pour qu'il puisse tirer profit. Voilà pourquoi il faudrait que le Congolais pense à la mise à l'écart du régime Tshilidjilou, du chef de l'UDPS et tous les UDPSiens. Il faut qu'ils partent en 2023. Nous en avons assez parce que s'ils ne partent pas, mais ça, il me semble qu'eux aussi, d'une certaine manière, ils profitent à ces désordres parce qu'ils sont dans tout le coup. Les détournements, on en parle tout le jour. Les trafics d'influence, on en parle tout le jour. Le chef de l'État lui-même, il n'est plus respecté. Mais par son propre clan, personne ne respecte sa signature. Et donc, on a vraiment déstructuré l'État en telle enseigne qu'on a un pays aujourd'hui qui n'existe que sur le plan de principe. Mais en réalité, nous vivons comme dans une jungle. Très bien. On va, la toute dernière question avant d'aborder le voyage du président de la République en Mbuji-Mayi. La diplomatie a échoué, le chef de l'État l'a reconnu lui-même. Côté militaire aussi, ça semble capoter. Alors, quelle est la recette à appliquer pour déloger le M23 et tous ces groupes rebelles qui sèment la terreur dans la partie est du pays? Non, les régimes Tshilidjilou et les chefs de l'UDPS sont essoufflés. Ils n'ont plus rien à donner à l'État. Ils n'ont plus rien, encore qu'ils n'en avaient pas assez. Ils n'en avaient pas, ces gens n'avaient pas beaucoup d'atouts. Vous les pensez? Pour diriger le pays. Ils n'avaient pas beaucoup d'atouts. Et les quelques atouts qu'ils avaient sont déjà épuisés, complètement essoufflés. Ils n'ont plus rien à proposer. C'est comme ça qu'on tourne en rond. On est comme dans une espèce de cercle vicieux où on ne sait pas qui va nous sortir de cette situation. Mais seul
le peuple peut faire quelque chose en 2023. S'il y a élection, il faudrait que le peuple s'exprime valablement, parce que la seule recette que nous avons, c'est la mise à l'écart de ce régime des jouisseurs, ce régime d'ambianceurs, ce régime des tribalistes. Il n'y a que, les élections qui peuvent nous aider à écarter ces gens, ces jouisseurs. La plupart sont des détourneurs, la plupart sont des chécouleurs, des voleurs, des gens qui pillent la République. La seule recette qui puisse être appliquée pour l'instant, ce sont les élections. Parce que nous n'allons pas encourager le schéma de coup d'État. Nous sommes contre ça. Nous voulons que, après les élections, que M. Tshisekedi rejoigne le président Kabila dans les clubs des anciens présidents. Nous aimerions en avoir 2 pour l'histoire, même s'il a mal géré. Mais au moins, il faudrait qu'il rejoigne son frère Kabila dans le club des anciens présidents de la République. Comme ça, il verra. Celui qui viendra sera à mesure de changer les choses, de proposer des gens qui seront à mesure de changer la situation. Ce qui est grave, parce que je vous dis qu'il n'y a plus de recettes. Tu vois, le président de la République, il est complètement dépassé par les événements. Il se pose depuis un moment un problème des collaborateurs. Il a un entourage malsain, un entourage pourri, un entourage nauséabond. Mais il n'arrive pas à le changer. Il n'arrive pas à le changer. Pourquoi il ne change pas l'entourage? Il a procédé de cet entourage. À une mise en place récemment je vous rappelle, au niveau de son cabinet. Je vous rappelle. Mais ce sont pratiquement les mêmes qui sont revenus. Jacquemain Chabani n'était pas là, il vient d'intégrer le cabinet comme conseiller politique. Mais c'est une exception. Mais le système lui-même, il est pourri. Le système est complètement pourri, cher ami. Dans les théories systémiques de la communication, il y a le règle de la réglementation et de la régulation. Les éléments tournent autour d'une sorte de corrélation, des liens. La circularité. S'il y a un élément du système qui pose problème, le système est complètement brouillé. Exact. Le système Tshisekedi est pourri. Complètement. Jusqu'à la moelle épinière. Vous prenez un Jacquemain Chabani, vous le jetez dans un système complètement pourri. Il fera quoi? Il sera englouti par la grandeur de l'incompétence, par la grandeur de l'antipatriotisme, par la grandeur des gens qui sont tournés vers les détournements, des gens qui n'ont pas de moralité. Donc c'est une goutte d'eau jetée dans l'océan. Donc il faut rien espérer. Si nous aurions bien voulu qu'il balaye ça. Je vous donne un exemple. Parce qu'on va parler du Kasaï. La dernière fois, quand il a fait le safari en Kasaï, Tshisekedi arrive en Mbujimayi. Le président Tshisekedi arrive à Kananga, on lui dit Muivi. Le concept est là en Chiluba, Moibi. On a crié au volet quand on a vu les collaborateurs du chef de l'État. Nous, on a pensé qu'une fois à Kinshasa, il va remercier tous ces gens-là. Non, il ne les a pas remerciés. Mais après, il va faire un autre voyage au Kasaï. Et il est surpris de voir. Très bien, on en parle d'ailleurs. Très bien. Alors, comme vous venez déjà de l'évoquer, le président a fêté le nouvel an au niveau de Mbujimayi. Dans son agenda, il était prévu qu'il puisse procéder au lancement de quelques travaux, mais aussi à l'inauguration des autres travaux, notamment à l'université de Mbujimayi, dont les travaux de construction étaient prévus pour 9 mois, mais on est déjà au 8e mois et rien n'est pratiquement fait. Et on apprend même encore un cas de détournement de 42 millions de dollars destinés au financement de la construction de cet édifice qui allait aussi contribuer tant soit peu à l'éducation et à la formation de la jeunesse congolaise. La question qui se pose, comment expliquez-vous à ces jours que certains projets qui, de manière générale, doivent être gérés par le gouvernement à travers quelques ministères des tutelles, notamment celui des infrastructures, mais sont gérés au niveau de la présidence de la République? C'est quoi cette démarcation? Il y a beaucoup de faits qui entrent en ligne de compte, mais je voudrais prendre un volet peut-être qui pourrait échapper beaucoup de gens. Allez-y. Je remonte vers la fin du règne du président Joseph Mobutu. Trahi par tout le monde, trahi par ses partenaires au niveau international, trahi par la classe politique, trahi par ses collaborateurs, parce qu'il n'était pas bon. Il s'est recroquevillé
dans son Kawélé natal comme un lieu de refuge. C'était quelques temps avant sa chute du pouvoir. Lorsque je regarde le président Tshisekedi, il est sur la même ligne que Joseph Désiré Mobutu, abandonné par la communauté internationale. Ce qui n'est pas le cas avec lui. À cause de ses promesses. Lui n'est pas abandonné par la communauté internationale. Trahi par un certain nombre de chécoulaires qu'il a amenés au pouvoir, qui ont passé le plus clair de leur temps à détourner l'argent du trésor public. Certains sont allés à envoyer des documents secrets, des photos secrètes à Kigali, trahis par l'Afrique, parce qu'il ne respectait rien comme promesse. Kagame lui a tourné le dos, lui qui était son frère. Même quand Kagame nous insultait, nous injuriait, lui considérait que Kagame avait le droit parce que Kagame était le frère du président. Donc il était dans son droit d'insulter les Congolais. Trahi par son entourage, déçu par un bilan qui n'a pas su rendre positif, le président de la République se retourne vers sa famille. C'est comme ça que tu as vu, il a commencé à nommer ses frères. Tu as vu, il a nommé un de ses frères à la présidence. Ses beaux-frères aussi. Ses beaux-frères, n'en parlons même pas. Et pendant un moment où le Congolais a besoin d'attendre les pères de la nation, lui adresser un message de vœux. Un président dépassé choisit de quitter Kinshasa. Il en avait fait le 25 décembre. Un président dépassé choisit de décide de quitter Kinshasa pour aller chez lui, comme un lieu de refuge politique. Il s'est recroquevillé, il est essoufflé, il est comme le président Mobutu. Il est à la fin. Ce sont les signes qui ne trompent pas d'un chef d'État. Il n'a plus rien, donc il est coincé. Hein? Il est coincé. Il ne pourrait bien se sentir que là où on danse, on chante en Chiluba, les Moutouaches, c'est la fin d'un régime qui s'annonce. Ça échappe beaucoup de gens, mais regardez bien le comportement des gens qui sont à la fin de leur règne. C'est toujours comme ça. Il n'a plus confiance aux gens, il n'a confiance qu'à ses frères, à ses proches. Il ne se sent plus à l'aise ailleurs, sauf chez lui, dans son village natal, dans son territoire natal. Là, au moins, il sait qu'il peut avoir la confiance. Les machamou maintenant, comme il en a l'habitude, inciter un peu les gens à l'aimer par tribalisme. Donc, il est à la fin de son mandat. C'est comme ça qu'il a oublié même de faire un message. Il en avait fait Parce le 25 qu'il est décembre. dépassé par les événements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Vous posez un problème fondamental. Pourquoi la gestion de ces infrastructures, de ces projets, n'est pas assurée par les ministères sectoriels? Exactement. Je vous ai dit, peut-être pas encore avec vous, mais avec les autres, l'UDPS n'a jamais été préparé pour gérer la chose publique. C'est un groupe de pression. Oh, vous le pensez? Qui a été, pas je pense, c'est ça la réalité. 37 ans de lutte. Non. 37 ans de préparation. Voilà, voilà. C'est-à-dire quoi? On a été à l'école de la démocratie. On a été à l'école de la bonne gouvernance. On a vu les autres gérer pendant combien d'années? 37 ans. On a pu voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Quand on arrive, on fait quoi? On amène une alternative crédible pour changer la nation. C'est ce qui est fait. Depuis qu'ils sont là, est-ce que la nation a changé? C'est ce qui est fait avec la gratuité de l'enseignement. Tout ce que nous constatons, l'état des sièges à l'Est. Tout ce que nous constatons, ce sont des détournements. L'UDPS n'a pas été préparé à gérer. L'UDPS n'a pas été préparé à gérer. L'UDPS a déstructuré l'État. L'UDPS ne comprend pas. L'UDPS ne comprend pas le fonctionnement, comment fonctionne un État. L'UDPS ne comprend pas ça. J'en veux pour preuve votre propre question. Vous êtes étonné de voir que les projets qui auraient dû être gérés par les ministères sectoriels sont gérés à la présidence. Donc la présidence est devenue une sorte de gouvernement bis. Et puis il y a une dame qui nous apprend même que non, les 42 millions viennent de cette taxe. Là, on attend de crier. Là, on est d'abord au niveau des principes. Vous êtes étonné de dire, voilà, mais pourquoi les projets qui devraient être gérés par les ministères sectoriels sont gérés à la présidence?
Et vous trouverez les conseillers qui vous disent, ça c'est mon dossier, mon dossier, mon dossier. La présidence, ce n'est pas un gouvernement Bissi-Cherami. Pourquoi ils le font? Il faut pardonner à ces gens qui ne savent pas pourquoi ils le font. Ils le font par ignorance. Ils le font parce qu'ils n'ont pas appris ça. Ils n'ont pas de prérequis, ils n'ont pas de base solide pour comprendre comment fonctionne un État. Ils ne savent pas respecter la République. Ils ne savent pas respecter les institutions de la République. Ils ne comprennent pas le rôle de chaque institution de la République. Comment pouvez-vous dire ça d'autant plus? Non, mais vous-même, vous donnez un exemple. Le fondateur de l'UDPS a été pendant longtemps dans les institutions. Vous donnez un exemple typique des projets qui auraient dû être assurés par des ministères sectoriels, mais qui se trouvent être gérés à la présidence de la République. C'est un exemple typique. Est-ce que quelqu'un qui a appris à gérer l'État peut accepter d'usurper en fait les attributions des ministères sectoriels? L'usurpation, c'est quoi? C'est jouir illégalement d'une qualité, d'une fonction, d'une attribution. Mais comment? Mais ce sont des bandits alors. Quelqu'un qui ne respecte pas, des gens qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas les attributions des uns et des autres. Donc, nous sommes dans une république des bandits. Comment des projets qui devraient être assurés par des ministères sectoriels se trouvent être gérés à la présidence? Au nom de quel droit? Ça dénote tout simplement que ces gens n'ont pas été préparés à gérer. Ils ont passé tout leur temps à insulter les gens, à insulter, à créer des mensonges, à monter des laboratoires de fake news pour nuire aux gens, pour nuire au pouvoir en place. Ce n'était pas une opposition républicaine construite sur base des idéaux, des changements. Parce que si c'était une opposition construite sur base du changement, ils auraient dû appliquer ces changements une fois après avoir gagné le pouvoir. C'est totalement catastrophique. Vous avez vu les ordonnances du chef de l'État, les actes administratifs de haute portée ne sont pas respectés. On falsifie les ordonnances du président. Donc ces gens n'ont même pas de moralité. Et curieusement, ils ne sont jamais sanctionnés. Non, mais c'est ça. Mais je vous dis non. Je vous dis, mais nous sommes comme dans une jungle. Nous sommes gérés par des gens qui n'ont pas été faits pour ça. Ils se retrouvent par là accidentellement, de manière accidentelle. On est là. Mais même quand on est là de manière accidentelle, apprenez quand même à améliorer les choses. Mais pour ça, disons, on peut accepter qu'il y a des gens qui font tout pour que Tshisekedi échoue. Mais est-ce que ces gens poussent ses propres collaborateurs à falsifier ces ordonnances? Est-ce que c'est Katumbi qui a dit à ces gens de falsifier les ordonnances du président? Est-ce que c'est Kagame qui a dit à ces gens de falsifier les ordonnances du chef? Ici, à la CNSS, il y a maintenant des ordonnances. Il y a eu une première qui a été élue, avec des nominations. Et puis après, il y a une deuxième qui vient d'être élue. On va notifier qui? Comment lui, le chef, signe des ordonnances? Pourquoi il ne pose pas la question? Mais la première que j'ai signée, elle est où? Est-ce qu'elle a été exécutée? Au niveau de la SNEL aussi, il y a eu une cacophonie. Tantôt c'était Tségé pour le DGA, tantôt membre du conseil d'administration. Actuellement, il y a aussi le cas de la dame qu'on a nommée bourgmestre, je crois, à Kimbassi, qui pose aussi problème. Mais comment voulez-vous que je dise? Nommé par ordonnance, mais pas notifié par le VPM en charge de l'intérieur. Non, c'est la République des Humeurs. Comme on sait que... Alors, j'ai des choses à dire, mais tu vois, c'est ridicule. Comment le président... Je ne sais pas. Je sais pas. La seule solution, Hervé Thomas, il faut que ces gens partent. Il faut que ces gens partent. Il faut qu'ils partent, je vous dis. Des gens qui nous ont apporté. L'ordonnance du chef de l'État n'est pas appliquée. Non seulement qu'elle n'est pas appliquée, on falsifie. Il y a même certains qui ont falsifié la signature du président. Quelqu'un se lève, il falsifie la signature. Vous avez vu les responsables d'une agence de lutte contre la corruption être arrêtés, surpris en flagrant délit dans une banque en train de faire chanter le chef d'agence.
Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, ces gens? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais tout ça, la somme de ces antivaleurs, la somme de cette immoralité, prouve tout simplement qu'ils n'ont pas été préparés pour gérer l'État. Ils sont là parce que le concours d'événements a voulu qu'ils soient là. Donc c'est un malheur pour nous. Je suis désolé, mais c'est ça. Vous avez vu, troisième volet de votre question. Les biens mal acquis ne se profitent jamais. On nous a volé l'argent d'Iram ici à Kinshasa. J'ai été en prison pour ça. Cet argent volé, nous avions cherché où se trouve l'argent d'Iram. Zokande, on construisait l'université officielle de Mbujimaï. Quand on pouvait blanchir un peu cet argent, on est allé prétendre construire une université à Mbujimaï. Malheureusement pour eux, comme les biens mal acquis ne se profitent jamais, bon, on a bien. Il y a une partie qui... Volé! Non, il y a une partie qui finance la gratuité de l'enseignement. Volé! Ça, volé! L'argent a été volé. La construction des auditoires prévue pour un délai de 9 mois. 9 mois. On est déjà, au 8e mois. Au 8e mois, mais on est à l'étape de fondation. Rien n'est fait. La route Mujima-Ikananga, 30 millions décaissés, rien du tout. Ils ont bouffé l'argent. Donc ces gens, ils volent même l'argent de leurs propres frères du Kasaï. Et d'après Innocent Olenga, tous ces voleurs sont des Kasaïens. C'est lui-même qui a écrit. Tous ces gens qui ont détourné l'argent de leurs propres frères sont des Kasaïens. Vous vous imaginez, on vous dit là-bas, construisez chez vous. Vous dites oui, nous construisons chez nous, mais nous détournons aussi chez nous. Est-ce que c'est normal? Maman Mounongo vous dit, allez construire chez vous. Vous répondez oui. Nous construisons chez nous, mais nous détournons aussi chez nous. Est-ce que ces gens ont des moralités? Et vous dites, il n'y a pas de sanctions. Oui, il n'y en aura pas, parce qu'on se plaît de ça. Kabounda vous a dit, non? Il y a des espèces sonnantes qui quittent chaque jour par des jets pour être logés dans des paradis fiscaux. Il est à Makala. Ils ont destruit l'État. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de mal contre notre État? C'est ça le résultat de 37 ans. Vous n'arrivez même pas à construire une route chez vous. Les Katangais ont construit chez eux. Le Wumbashi Kasumbale, ça c'est asphalté. Plusieurs kilomètres. Beaucoup de routes construites. Mais vous, au lieu de construire chez vous, vous décaissez de l'argent, mais vous détournez cet argent destiné à vos propres frères. Vous déplacez tout un président pour inaugurer un forage. Est-ce qu'on peut s'attendre à des sanctions? Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Non, mais le président a été quand même humilié. Le président a été humilié. Non, mais était Longon de où? En liberté provisoire. Voilà. Willy Bakonga où? Dans l'union sacrée. En liberté provisoire. Non, lui, il a été acquitté par grâce présidentielle. Voilà. L'argent de 100 jours se trouve. J'avais dit au cours d'une émission que tous les projets phares faits par le régime UDPS aboutissent et aboutiront toujours au détournement. Ce sont des projets pour détourner l'argent de la République. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin du mandat. On m'avait traité de fous, de tout sauf rien. Cite-moi un projet phare de l'UDPS qui n'a pas abouti par le détournement. Vous êtes journaliste, je ne vous pose pas de questions, mais ceux qui nous regardent, ceux qui vont m'insulter, me disent un seul projet phare mis en place par l'UDPS qui n'a pas abouti au détournement. Si vous en connaissez un, vous pouvez me le citer. Chile Gelou. Il y en a beaucoup. Kinelenda, Fatih Cité, je crois. Kinzerotou, non, Kinzerotou, c'est Samaloukonde. Hervé, c'est terrible. Tous les projets phares ont abouti au détournement. Et les auteurs de ce détournement sont en liberté. Soit en liberté, soit acquittés. Tous les projets phares. Tous les projets phares. Tout. Il n'y a même pas d'exception. Je peux vous en citer moi-même. Programme 100 jours. Détournement du siècle.
Les hôtels acquittés, ils ont même eu des jets privés et de frais de voyage comme bonus. Chile Gelou, l'argent détourné. Gratuité, l'argent détourné. Quoi d'autre? Ram. Aïe, 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 aïe. Détourné. Et l'argent détourné, alloué pour la construction de l'université, aussi détourné là-bas. Donc on sacrifie même la formation. On sacrifie tout. Le régime IDPS est un danger pour l'évolution du Congo. Le régime IDPS est un danger pour le progrès du Congo. Alors, il faut que le Congolais se réveille contre ces régimes. Alors c'est là qu'une certaine opinion qualifie Jules Alinguet d'un inspecteur complaisant. Parce que là, il y a des cas flagrants, des détournements d'argent, de l'argent de l'État. Mais parce que ça concerne la présidence, Jules Alinguet ne va pas agir. Il vient de faire un tweet tout à l'heure. On n'attend pas dans les tweets. Hein? Non, attendez, c'est très important. Oui. Derrick, s'il vous plaît, je vous prie de me donner mon téléphone pour que je démontre au moins à Hervé Thomas que ce qu'il dit n'est pas fondé, parce que, ou ce qu'une certaine opinion pense n'est pas fondé, parce que lui, au moins, il fait son travail. Hein, il fait au moins son travail. Et quand il a appris qu'il y a des détournements là-bas, il a fait un tweet. Il a fait un tweet que je m'avais... Qu'est-ce qu'il a écrit? Vous lirez très rapidement. Allez-y. Gilles Alinguet te dit ceci. Gilles Alinguet, 2 points. J'ouvre les guillemets. Il détourne tout le monde. Il détourne. Gilles Alinguet dit ceci. Il détourne. Tout le monde crie au scandale. Mais quand l'IGF désigne les délinquants financiers concernés, on crie à l'acharnement. En RDC, c'est le diable en personne qui détourne les fonds publics. Ce n'est qu'un tweet, hein? Nous l'attendons à l'œuvre. Attendez. Il a fait un rapport sur les détournements des fonds alloués au projet agro-pastoral de Bukangalonzo. Matata Pogno crie à l'acharnement, lui et ses acolytes. Il a fait des enquêtes au ministère de l'EPST, géré par Tony Mwaba, en 2 reprises. Tony Mwaba et ses acolytes ont crié à l'acharnement. Il a fait des enquêtes sur le bradage des actifs de la communière, où on a cité la femme aux habits verts, Maman Del Kaïnda. Tout le monde a crié à l'acharnement. Il a parlé des cartes Visa, dans lesquelles on a loué 50 000 $ chaque mois. Tout le monde a parlé de l'acharnement. À chaque fois que lui désigne un délinquant financier, le monde crie à l'acharnement. Mais lorsqu'il y a un scandale quelque part, c'est tout le monde qui crie au scandale. Maintenant, on veut quoi? Qu'il fasse quoi? Vous voulez une chose et son contraire à la fois. Vous allez voir les mêmes ici qui disent non, mais pourquoi Alinguet c'était? Il avait déjà fait un rapport sur le programme Chile Gelou. Les rapports de certains de nos confrères qui ont traité et exploité l'information. Qui avait parlé? Qui avait fait la promotion de cette enquête? Quand Gilles Alinguet a dénoncé cela à l'époque, que les travaux n'avançaient pas, on a dit non, il combat le chef de l'État. Il veut être candidat. Il veut être vedette. Pourquoi il ne s'était pas? Aujourd'hui, parce que Tshisekedi est descendu là-bas, c'est tout le monde qui en parle. Alors maintenant, le monde veut que Gilles Alinguet fasse quoi? C'est pourquoi il a dit, Jules Alinguet a dit, en RDC, c'est le diable en personne qui détourne. C'est le diable en personne qui détourne. Et comme c'est le diable qui détourne, on ne peut pas les toucher. Alors, que faut-il faire aujourd'hui? Qu'est-ce que le chef de l'État lui-même doit faire? Ou comment doit-il procéder aujourd'hui pour donner de l'impulsion à la justice afin d'accompagner ce travail louable que Jules Alinguet est en train de réaliser? Parce que là, il y a des cas flagrants de détournement, 42 millions de $ dans un pays comme la RDC, c'est énorme. En tout cas, moi, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Hein. Oui. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Franchement, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Parce que là, lui-même, il a assisté.
Mais ce n'est pas la première fois. Il a palpé de ses propres yeux la réalité sur terrain. Ce n'est pas la première fois. Non, moi je pense que c'est la première. Qui doit être beaucoup plus gêné? C'est moi ou c'est lui? C'est lui-même. Mais alors pourquoi il ne se gêne pas? Non, il est gêné. Et moi je suis persuadé qu'à son retour à Kinshasa, il y aura de grandes décisions qui vont certainement tomber. Espérons, mais moi je n'attends rien. Je reste vraiment très pessimiste sur cette question parce que je sais que apparemment il est otage de ce système. Mais est-ce que vous comprenez que le chef de l'État a été humilié? Non, il n'a pas été humilié. Non, il a été humilié. Non, pas du tout. Non, le chef qui se déplace pour aller inaugurer une grande université, malheureusement. Ne le savait-il pas? Non, je ne pense pas. Semble-t-il, il est l'homme le plus informé. Hein. Bon, il peut être aussi très mal informé. informé. Il a la nerf. Alors il peut être peut-être mal informé aussi. C'est que l'État ne fonctionne pas. Si l'État ne fonctionne pas, qui en est responsable? C'est lui. Il a la nerf. Il a la déniable. Il a le service d'intelligence. Il a le service de sécurité. Il a le service secret. Il a des ministères sectoriels. Il a des conseillers spécifiques pour ces matières-là. Il a une équipe d'avance. Tout ça, l'État met à sa disposition pour qu'il y rende un bon service, afin qu'il soit redevable vis-à-vis du peuple. Pourquoi ne pouvait-il pas savoir que là-bas, là où il va, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça? Il n'a pas été humilié. Il est bien content de ce que les collaborateurs font. Il a été induit en erreur peut-être? Non, il est toujours induit en erreur. Nous sommes conduits par un président qui est toujours induit en erreur. C'est que le Congo va tout droit contre les murs. Vous verrez rien ravé. Le président a été induit en erreur. Non, mais c'est grave. Le président ne peut pas être induit en erreur. C'est la seule fonction où on ne commet pas d'erreur. C'est comme un médecin dans un corps humain. Non, tu ne peux pas commettre des erreurs dans un corps humain. Il y a des conséquences incommensurables. Si vous êtes induit en erreur, c'est que votre place n'est pas là-bas. Pourquoi je l'ai dit? Il n'est pas comme moi, je n'ai que peut-être ma femme pour me donner la situation de mes enfants. Mais en dehors de ça, je dois vérifier moi-même, converser avec les enfants. Moi, il m'arrive de poser des questions à mon enfant qui a 2 ans et demi. Est-ce que tu as mangé? Maman, t'as pu combien de fois aujourd'hui? Et il me donne un rapport. Et j'ai fait la confrontation avec les rapports de leur maman. Pensez-vous que le président... Et je me fais une de contre-vérifier. Il a le moyen pour recruter des cabinets d'experts pour qu'on lui donne des avis consultatifs avant qu'il n'agisse. Pourquoi ne le fait-il pas? Il faut que le président aille inspecter les travaux qui n'avancent pas. Vous trouvez ça normal? Est-ce que lui s'était déplacé pour aller inspecter? Je me pose des questions. Est-ce que c'est l'entourage qui est mauvais? Ou c'était pour aller inaugurer? Je me pose des questions. Est-ce que c'est l'entourage qui est mauvais ou la personne qui est à la tête de cet entourage qui est mauvaise? J'ai du mal à comprendre. C'est l'entourage qui est mauvais peut-être? Non, moi je me pose la question. Est-ce que c'est l'entourage qui est mauvais? Ou c'est la personne qui gère cet entourage qui est mauvaise? Ou soit c'est tous les deux? Et moi je pense que ce sont les collaborateurs qui ont abusé de la confiance. Moi je n'ai pas de réponse malheureusement. Mais c'est ça, il m'arrive de réfléchir autour de ça. Parce que moi à sa place je ne me serais jamais rendu dans cet endroit. C'est une bonne blague. Comment vous amenez un président dans... Ça, c'est une bonne blague. Ça, c'est une bonne... On a désacralisé l'institution présidentielle. Vous voyez les gens de l'UDPS, les gens, certains de nos frères du Kasaï, ils ne savent pas... Hein, non, mais ça, ils ne connaissent pas la valeur de... Ils connaissent pas la valeur de l'institution présidente de la République. Ça, ce sont des gens qui viennent... Ces gens-là de l'UDPS. Et certains de nos confrères du Kasaï, de nos compatriotes du Kasaï, ne connaissent pas la valeur d'un président de la République. Quelle chance d'avoir un président de la République qui est votre frère, qui est originaire de votre province. Quelle opportunité! Mais ils en abusent. Ils ne sont même pas conscients.
Le premier citoyen se déplace pour inspecter des travaux qui n'ont jamais avancé. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part la largesse du président qui occasionne aussi ces comportements un peu amateurs de ses collaborateurs? Je partage la même inquiétude, la même observation que vous. C'est pourquoi je me dis, est-ce que c'est l'entourage qui est mauvais ou la personne qui gère l'entourage qui est mauvaise? Ou soit c'est tous les deux. Mais dans tous les cas, cet entourage est pourri. Le système est pourri. Il va falloir faire la mise à jour du système. Vous vous imaginez, cher Hervé, c'est la route qui relie les deux provinces. Donc, on est au fief du chef de l'État. À 9 mois des élections. À 11 mois plutôt des élections. Mais l'argent de cette route d'intérêt commun a été détourné par les frères Kassayen du président de la République. Est-ce qu'ils sont, ce sont des extraterrestres? Moi, j'ai fait cette route, Hervé. C'est des heures et des heures pénibles de route. La route est dans un état de délabrement très avancé. C'est une route d'intérêt commun. Vous pouvez quitter de 6 heures à 20 heures de route par véhicule. Une souffrance énorme. Vous avez un président de la République qui est ressortissant de cette province, de cet espace, qui donne quand même un peu de moyens pour qu'on réhabilite. Vous détournez. Vous détournez. Et c'est le fief du président. Ils n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas d'état d'âme. Les meilleures universités ici, c'est Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, peut-être Goma, Kindo aussi. On a volé un peu d'argent d'Iram ici. On a loué ça pour votre université. Des Moujimaï, officiers de Moujimaï. Vous détournez. La formation n'est pas leur affaire. Très bien. Alors, on va boucler ce chapitre. Ça fait très mal de voir un tel degré de conscience. Et malheureusement, c'est le même constat que nous faisons. Ça fait aujourd'hui 4 ans que j'ai dit la même chose sur les détournements, les comportements de l'entourage du président. 4 ans déjà, j'ai dit la même chose. Je crois à un moment donné qu'il faut qu'on arrête de crier au voleur. Mais maintenant, il faut faire en sorte que le voleur s'en aille. Il faut que le voleur s'en aille. C'est là qui détourne, qu'il faut, il faut qu'il s'en aille. On va parler élection. C'est beaucoup mieux comme ça. On va parler élection, mais la toute dernière question. Si il faut que les gens puissent répondre de leurs actes par rapport à ce qui vient de se passer à Mbuji-Mayi, moi, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que déjà les conseillers ne sont pas responsables devant le Parlement, les présidents de la République non plus. L'actuel ministre des Infrastructures n'a pas géré directement ces projets. Alors, qui doit répondre de ces actes devant le Parlement? Plus tard, si procès il y en aura, est-ce que nous ne risquons pas de nous retrouver dans la situation de Matata Ponyo qui aujourd'hui semble, je ne sais pas moi, passez-moi l'expression, injugeable? Non, écoutez, vous savez, l'argent a été détourné, les faits sont là. Une fois que le peuple décidera sur le départ de l'IDPS, la justice s'en occupera de chaque cas. La justice va étudier au cas par cas. Et chacun d'entre eux devra rendre compte à l'État. On a décrié beaucoup de détournements sous Kabila aujourd'hui. Non, mais écoutez, on ne va pas espérer. La justice n'a pas... Le régime Tshisekedi a pas tranché sur cette affaire, sauf le cas Matata Ponyo qui est encore... Non, moi je suis favorable pour qu'on ait la vérité, on connaisse la vérité sur l'affaire Bukanga Lonzo. Faut pas voir ça. Faut pas voir Matata. Pas voir Matata. Nous voulons ici connaître la vérité sur l'affaire Bukanga Lonzo. De l'argent a été décaissé pour... Est-ce qu'on connaîtra cette vérité? Pour le projet agro-pastoral de Bukanga Lonzo, l'argent a été détourné. Le Congolais, qui est les contribuables, voudraient connaître la vérité autour de cette affaire. Connaître la vérité voudrait dire qu'il faut que l'affaire suive son cours normal au niveau des instances judiciaires et que les auteurs y répondent. Et parmi les auteurs, s'il y a Matata Ponyo, en tout cas, il n'échappera pas. Très bien. On va parler élection.
c'est déjà l'année électorale, 2023 est déjà là. La CENI a déjà mis les batteries en marche. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs a démarré depuis le samedi 24 décembre 2022. On a décrié plusieurs couacs par rapport à la production ou à la délivrance des cartes. Kadima s'est expliqué, il n'y a pas quelque chose à craindre. On a décidé d'imprimer la photo en noir et blanc pour diminuer le coût. Entre-temps, plusieurs candidatures se sont déjà déclarées. J'aimerais qu'on puisse d'abord nous attarder un peu sur la CENI. Est-ce que Denis Kadima rassure? Au regard des faits, Denis Kadima ne rassure personne. Vous avez dit que les cartes ne sont pas de très très bonne qualité. Il a tenu par la suite à fixer l'opinion, à assurer à tout le monde que tout va bien. Mais déjà, vous avez vu les contradictions au sein de la CENI entre lui, le président de la CENI, et Mme Patricia Seya, qu'il avait sérieusement critiqué sur le délai de l'opération d'identification, avec des arguments solides. Mme Seya a démontré à l'époque que le délai de 30 jours était intenable. Au regard de certaines contraintes. On faisait 3 mois, mais c'était toujours pas suffisant. Même en 3 mois, il avait dit que c'était toujours insuffisant d'attendre le montant d'enrôler voulu. Et c'était démontrable. Kadima s'est entêté et l'évolution des enrôlements aujourd'hui démontre que l'expert Kadima s'était trompé. C'est lui-même a reconnu qu'il y aura des retards qui seront plus tard rattrapés. Donc, au regard de cet tâtonnement à la tête de la CENI, nous ne pouvons pas dire que Denis Kadima rassure. Mais nous allons observer calmement les processus. Peut-être qu'il va se rattraper lui aussi, revenir sur le bon sens et puis chercher à réorganiser les choses pour qu'au moins nous ayons un processus qui soit mieux que les trois précédents. Alors, au niveau des partis politiques, les choses s'organisent déjà. Moïse Katumbi a tenu son congrès. C'est le congrès qui a validé sa candidature à la présidentielle de 2023. Martin Fayoulou, candidat déclaré aussi. Et de l'autre côté, il y a un bloc qui s'est formé entre Fayoulou, Matata et Dr Mukwege. Mouzito Serra, aussi candidat, je pense. Vital Kamere observe encore les choses. Jean-Pierre Bemba reste encore silencieux. Côté FCC aussi, les lignes ne bougent vraiment pas. Comment aujourd'hui, sans oublier Félix Tshisekedi qui est candidat à sa propre succession, comment aujourd'hui analysez-vous ces candidatures qui sont déjà déclarées? Oui, très bien. D'abord, pour le cas du front Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Matata Ponyo Mapon, je voudrais dire ici que ces fronts, l'idée est très très bonne au départ, mais la composition de ce front pose problème, d'autant plus qu'il se trouve qu'au sein de ce front, il y a un homme qui est cité dans une affaire de détournement. Ce qui fait que sur le plan de l'image, ça pose déjà problème d'entacher un peu l'image des autres candidats. Martin s'est déjà déclaré, Mukwege c'est en gestation. Aussi, il y a des démêlés avec la DGI. Il faudrait que Matata Ponyo aille éprouver son innocence devant les instances judiciaires avant de prétendre compétir à la magistrature suprême. Et pour Martin Fayoulou et Mukwege, j'aurais voulu qu'il ne s'associe pas à un homme qui, jusque-là, n'est pas innocent, mais n'est pas aussi coupable, mais qui a des démêlés judiciaires. Exact. Il faudrait lui donner la chance d'aller répondre. Mukwege lui-même a aussi des démêlés avec la DGI. Pour les cas de Mukwege, l'histoire des impôts, c'est monté par l'IDPS. C'est monté par l'IDPS. Vous voyez l'ombre de l'IDPS partout. C'est un montage de l'IDPS qui craint. L'IDPS aujourd'hui, même si vous déclarez un candidat, il y aura un dossier contre vous. On va dire, comme vous êtes né Congo, on va dire non, mais il est angolais. Vous voyez, donc c'est ça l'IDPS. C'est la marque de l'IDPS. Donc ce sont des montages, Mukwege n'a rien. Et ils n'ont aucun pouvoir pour empêcher Mukwege de devenir candidat. Martin Fayoulou, c'est l'opposant crédible, le plus constant que nous ayons. Et c'est quand même un candidat très très sérieux. Il s'est montré ouvert aux alliances. Il est même allé plus loin pour dire que si le peuple congolais lui demandait de se retirer, il pourrait se retirer pour l'intérêt général. Du côté FCC, il y en a qui pensent que Kabila doit revenir. Il y en a d'autres qui ne s'expriment pas clairement. Kabila lui-même est resté silencieux. Mais au moins, ils avaient dit qu'ils présenteraient les candidats à tous les niveaux.
Moïse Katumbi, pour sa part, il s'est déclaré candidat. Le choix a été entériné par le congrès, la convention du parti. C'est la candidature qui chauffe les états-majors des partis politiques actuellement. Qui fait peur à l'IDPS. Moïse Katumbi, contrairement aux autres, est le seul qui accepte d'aller aux élections avec la CENI de Kadima. Même si l'on accuse Kadima de tout, mais lui au moins, il est d'accord qu'on a aux élections avec Kadima. Malgré ça, l'IDPS a toujours peur. Et ce n'est pas la peur de l'IDPS qui va empêcher Katumbi d'être candidat, d'être validé candidat. L'IDPS qui dispose d'un bilan d'abord à partager avec Moïse Katumbi, vous pensez qu'il peut mais le bilan, il sera partagé à quel niveau? Non, mais Katumbi a envoyé ses délégués au gouvernement, ils ont géré pendant 2 ans, je pense. Oui, mais qui gérait le gouvernement? Les premiers ministres, alors, les présidents de la République. Ce n'est pas d'ensemble. Le premier ministre, ces débats-là, Hervé Thomas, ces débats-là, les gens qui les développent, les gens de l'IDPS, ce sont des gens qui peut-être sont moralement corrompus, intellectuellement corrompus, ou soit certains n'ont pas été à l'école, n'ont pas appris, ils ne sont pas scientifiques. D'autres sont des bourriques, des gens qui n'ont pas de moralité. Vous êtes trop excessif, hein? Non, c'est la vérité. Comment pouvez-vous dire que Katumbi partagerait un bilan avec le gouvernement, avec les régimes? Parce qu'il s'agissait d'un gouvernement de coalition. Ici, l'affaire le programme du gouvernement a été porté par Sama Lukonde Kyenge, présenté devant la majorité Union Sacrée à l'Assemblée nationale, validé, investi. Et c'est lui, le chef du gouvernement, à exécuter ce qu'il a promis au peuple congolais. Lui et son chef, Tshisekedi. Veillez pour que chaque ministère puisse exécuter la feuille de route qu'il a arrêtée. S'il y a un ministre qui ne s'exécute pas, il fait quoi? Il les sanctionne, il remplace par un autre. Et à la fin, c'est lui seul qui porte la responsabilité. Bon, maintenant, Katumbi viendra partager le bilan de la gestion de Sama Lukonde comment? D'ailleurs, ces ministres ont fait... Qui a défini la feuille de route? Piètre figure selon... Qui a défini, qui a défendu le programme du gouvernement? C'est Sama Lukonde. Qui a défini la feuille de route de chaque ministère? C'est ça. Qui a défini les attributions? Justement, ces ministres ensemble n'ont pas été l'ordonnance portant fonctionnement et attribution des membres du gouvernement. C'est le président de la République. Pour qui ils ont travaillé. Mais comment voulez-vous qu'un homme qui a été à l'écart, lui d'ailleurs, qui a proposé un cahier de charges à l'Union Sacrée, ce cahier de charges a été rejeté. Ces propositions n'ont pas été prises en compte. Vous voulez que lors de l'échec, que l'on partage le bilan? Vous pensez vraiment? Pourquoi on tient à partager le bilan? Est-ce qu'il est bon ou il est mauvais? Parlons du bilan. Question directe à l'IDPS. Parlons du bilan d'abord. Pourquoi on tient à partager le bilan? Est-ce qu'il est bon ou il est mauvais? Hein? Il est bon. Si vous pensez que le bilan était bon, est-ce qu'on les partagerait avec Katumbi? Pourquoi pas? On s'éventerait. Non, voilà. C'était un partenaire. Tshilé a fait mieux, c'est Tshisekedi ou rien, sous les pulsions. Tout. Parce qu'il n'est pas bon, on voudrait que chacun porte la responsabilité. Mais lorsqu'il faut gérer, on a géré tout seul. Quand vous avez des ministres, par exemple, comme Lutundula qui vous dit qu'il n'est pas là au nom d'ensemble. Mais entre-temps, vous voulez que Katumbi vienne partager le bilan. Les échecs de la diplomatie agissante. On sait qui a bloqué le dossier des permis de conduire. C'est le régime lui-même, au nom des intérêts des uns et des autres. Vous voulez que Katumbi vienne partager ça? C'est plutôt Chéribé. Vous voulez que Katumbi vienne partager quelque chose dont il n'a pas participé à sa conception? Le projet du gouvernement. Pardon? C'est Chéribé Okende à qui on reproche d'avoir échoué lamentablement dans le secteur des transports. Très bien. On reproche à Chéribin d'avoir lamentablement échoué. Qu'est-ce qu'on a fait de Chéribé au gouvernement? Il n'a jamais été sanctionné. Du début à la fin, il n'a jamais été sanctionné. Oui, mais il n'a pas réussi aussi à mettre en application tous les projets du gouvernement. Comment on a gardé les bus sont là, mais ça ne circule pas. Comment on a pu garder les mauvais ministres? Au nom de la coalition peut-être? Non, attendez, non. Vous avez défini, vous avez arrêté un programme du gouvernement que vous avez défendu, validé à l'Assemblée nationale. Vous avez défini une feuille de route que chaque ministère doit respecter.
Vous vous rendez compte qu'il y a un ministre qui est à côté de ce que vous avez comme vision. Vous faites quoi? Vous les sanctionnez. Vous les remplacez par un autre qui viendrait suivre la marche de ce que vous avez décidé. Vous sanctionnez personne. Vous échouez. Vous voulez que quelqu'un qui ne participe pas à la gestion vienne partager le bilan de l'échec. On va terminer l'émission. Hervé, c'est pourquoi je vous dis, ces gens n'ont pas... Ils ne comprennent pas c'est quoi l'État. Ils ne comprennent pas c'est quoi l'État. Vous n'avez jamais vu la Kabylie dire nous allons partager le bilan avec Katumbi. Katumbi au moins a participé dans la gestion de la Kabylie, gouverneur. 7 membres de la Kabylie l'ont suivi après son départ. Conseiller spécial, premier vice-président de l'Assemblée nationale, des ministres, des députés. La Kabylie n'a jamais dit on va partager le bilan. Et pourtant, ils étaient aux affaires. Très bien. On va terminer cette émission. Parce que la Kabylie, au-delà de tout, la Kabylie avait la notion de l'État. La Kabylie savait au moins c'est quoi la République. Mais le pire avec ces régimes, ils ne savent même pas c'est quoi la République. Posez seulement la question à ces gens, c'est quoi la République? Très bien. Une ou deux questions avant de terminer cette émission. Est-ce qu'au regard du décor tel que planté par la CENI, par la Cour constitutionnelle, voyez-vous les jeux électoraux être vraiment démocratiques et inclusifs et surtout crédibles? La démocratie, Hervé Itoma, n'est pas un cadeau que l'on fait au peuple congolais. La démocratie doit être défendue. Le droit doit être défendu. Si vous attendez que quelqu'un vous amène vos droits sur un plateau d'or, il ne le fera pas, il va marcher sur ça. Il revient au peuple congolais d'imposer la démocratie, y compris à ceux qui ne veulent pas, comme l'IDPS. Ces élections-là ne sont pas les fêtes de l'IDPS. Ils ont trouvé le système électoral, ils ont trouvé le cycle électoral. Ils sont tenus de respecter ça. La Kabylie qui nous a amené ces cycles électoraux, ces cycles électoraux, ou les processus électoraux, ou les processus de la démocratie, la Kabylie qui nous l'a amené. Nous avons contré la Kabylie à respecter ça. La Kabylie est partie. Ce n'est pas l'IDPS mal organisé qui viendra marcher sur les valeurs républicaines. Comment un parti mal organisé a pu parvenir à accéder au pouvoir? Un parti à la magistrature suprême d'ailleurs? Non. J'ai dit, ce n'est pas l'IDPS qui viendra, un parti mal organisé qui viendra marcher sur la démocratie. Le cycle, il est là. Très bien. Ils ont imposé des animateurs, mais le peuple va imposer son choix. Et cette fois-ci, le choix du peuple ne sera pas volé. Il le défendra jusqu'au sacrifice suprême. Et l'IDPS sera obligé de respecter ses choix. Et vous allez voir que peu importe ce que l'IDPS fera, le Congolais sait qu'au moins, l'IDPS fera un seul mandat et ira se reposer. Vous faites quelle lecture aujourd'hui du silence observé par Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba? Est-ce qu'ils vont accompagner Félix Tshisekedi ou vous pensez qu'à la dernière minute, ils peuvent aussi faire volte-face? Bon, ils sont là pour des intérêts, des postes. Ils font un peu du chantage au président de la République. Ils savent que tout le monde est parti, ils sont restés les seuls. Ils veulent encore profiter un peu des avantages du pouvoir. Comme les autres ne sont plus là, nous on profite quand même. Mais rien n'est rassurant. Entre-temps, Vital continue de revendiquer la mise en application de cette histoire de Nairobi. Surtout que tout le monde sait que Tshisekedi est partant. En tout cas, vous serez peut-être surpris un jour de voir qu'il n'aura pas assez d'alliés. Il ne reste qu'avec qui? Jean-Pierre Bemba est là, Vital Kamerhe est là, qui est pratiquement affaibli. Qui c'est? Jean-Pierre Bemba n'est plus le même. Oh, vous le pensez? L'Équateur. Il est toujours lorsqu'il faut parler de l'Équateur. C'est grand leader de l'Équateur. Non, pas du tout. Il y a les Guy Luando, il y a les Jean Lissier Boussa. C'est des leaders mineurs. Non, mais qu'il ne faut pas minimiser. L'Équateur a été. L'Équateur n'a plus un grand leader. Hein. Jean-Pierre Bemba est là. Mais il est leader au même titre que Guy Luando, que Jean Lissier Boussa. Comment ça? Willy Bakonga. Mais les Boussa, les Makila, les Bakonga et consorts, c'est, je dirais, des... Non, vous avez vu la dernière fois qu'il a fait les créatures de Jean-Pierre Bemba. Il a mobilisé moins que Guy Luando. C'est un leader mineur, Jean-Pierre Bemba. Il a perdu son aura, son charisme. Moto est là. Hein? C'est un leader mineur. Hein? Aux yeux de Tshisekedi, il n'a plus les mêmes poids que Guy Luando.
Guy Loando est plus respecté aux Tshisekedi que Jean-Pierre Bemba. Ok. C'est un leader finissant. On lui a promis quoi? Qu'on va enlever cette histoire-là de subordination des témoins. Est-ce qu'on a enlevé ça? On les maintient dans cet état de faiblesse. Cameroun sait que voilà, on les gère, mais on ne les gère pas. Attends, mais son parti continue de revendiquer l'application des oui, mais c'est ça. Il prépare déjà son départ. Il sait qu'avec l'arrogance de l'UDPS, personne ne va accepter de faire de lui candidat. Et surtout que Félix s'est déjà prononcé pour sa propre succession. Voilà. Et donc, Cameroun, il sait, il attend, il a besoin d'argent pour entretenir sa famille politique et biologique. À un moment donné, il va finir par se décider parce que son électorat s'est déjà exprimé. On lui a dit, il ne faut plus amener Tshisekedi ici. Vous voyez Justel Cameroun décevoir son électorat. Est-ce qu'il n'est pas affaibli par cette histoire des 100 jours qu'il a Non, il n'est non, la force des Cameroun, ce n'est pas à Kinshasa. C'est dans la partie Est. Il est resté les mêmes là-bas. Vous avez vu la mobilisation. Ah, mais la présidentielle se joue sur toute l'étendue du pays. Ce n'est pas seulement une seule province qui fera de lui. Lui ne mise pas sur la présidentielle. Lui, il mise sur le jeu politique. Ok. Ouais. Et ça qui ne sera pas président. Très bien. On va terminer l'émission. La toute dernière question. De tous les responsables des formations politiques qui se sont déjà prononcés pour briguer la magistrature suprême, qui pensez-vous porte les... Bon, puisque là, personne n'a encore dévoilé son projet de société, mais s'il faut observer, même à travers leur gestion par le passé, qui, selon vous, est porteur d'une meilleure vision de développement et de transformation de la RDC? Bon, pour l'instant, on ne peut pas désigner quelqu'un, mais le jeu va se jouer entre Martin Fayulu, Denis Mukwege et Moïse Katumbi. L'un de ces vous écartez Félix Tshisekedi? Je ne l'écarte pas, il s'est écarté lui-même. Oh, comment ça? Le bilan est négatif. C'était président de la République, il a un bilan avec lui. La gratuité de l'enseignement va plaider en sa faveur. Il n'arrive même pas à construire une route chez eux. L'état des sièges va plaider en sa faveur. Il n'arrive même pas à construire une route chez eux. Kin 02 entre Kananga et Mboujima, il n'arrive même pas à construire une route chez eux. Ses collaborateurs ont détourné l'argent là-bas. Donc, les premiers opposants sont les Kassaïens eux-mêmes. Vous savez ce qu'il a fait de ses frères Kassaïens, Kabound, l'autre là c'est qui? François Béa, Deli Sissanga. Les Kassaïens sont divisés aujourd'hui. Non mais si je vous dis, si vous êtes Kassaïen et que vous méconduisez, on ne doit pas... Non, je vous dis, c'est divisé. Ils ne se sont pas méconduits, ils se sont opposés à un système de jouissance, d'opulence exagérée. Et les jouisseurs ont fait un complot. Très bien, on a terminé l'émission. Contre eux. Donc, je ne l'ai pas écarté. Il s'est écarté de lui-même. Et donc, le jeu va se jouer entre Martin Fayulu, Denis Mukwege et Moïse Katumbi. L'un de ces trois sera proclamé président de la République et il fera l'alternance démocratique avec Félix Tshisekedi qui sera contraint de laisser les pouvoirs et d'aller se reposer. Il y a quand même un statut honorable de sénateur à vie. Kabila ne se gêne pas pour autant. Sauf que Kabila a des fermes à Kingakati, à Kashamata, à Goma. Mais Tshisekedi, lui, n'en a pas. Justement, là-bas, ils n'ont même pas de maison. Ils n'ont même pas où vivre. Justement, c'est parce qu'il a travaillé en faveur des Congolais. Il n'a pas de résidence. Il n'a pas voulu... À Kabeya Kamwanga, il n'a pas de résidence. Notre président n'a pas de résidence chez eux dans les villages natals. Il n'en a pas. Mais c'est ça, je le plains. Peut-être qu'il n'aura pas où vivre parce qu'il n'a pas construit des résidences comme Kabila, qui a Kingakati, qui a Kashamata, comme Katumbi, qui a Kashobwe. Lui, il n'en a pas. Pour les peu de temps qui lui reste, lui n'a pas voulu profiter des moyens de l'État pour ses... Les salaires, dans son salaire-là, il pouvait se construire une résidence. Kabila avec quel salaire pour se taper Kingakati où il y a dans son salaire-là, il y a même des routes qui sont bien construites. Dans son salaire-là, il pouvait se construire une résidence. Ok. Chez Zia Kabeya Kamwanga. Vous voyez l'état dans lequel les gens dorment là-bas. L'émission est terminée. C'est ça un peu la seule difficulté qu'il aura, peut-être le où vivre. Bon, peut-être il va rejoindre ses enfants qui sont tous belges, en Belgique. Peut-être il pourra passer sa vie en Belgique. Mais ici au pays, ça sera difficile parce qu'il n'a pas pensé à construire quelque chose de décent où il peut passer le reste de sa vie comme
sénateur à vie. Bon, mais dans les peu de temps qui lui reste, je crois qu'il peut quand même se construire une résidence pour passer décemment sa vie de sénateur. Patrick Lokala, merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de vous recevoir sur vos propres installations d'ailleurs. Merci beaucoup. Très bien. Cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.